Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette table ronde du festival Histoire et Cité. Bienvenue aussi et surtout et même essentiellement à ceux qui sont en ligne, qui nous suivent en direct et ceux qui nous suivent en différé. Et merci à la Maison de l'Histoire et à tous les organisateurs pour cette excellente initiative qui est extrêmement ouverte. Et merci aussi de l'avoir ouverte à un domaine un tout petit peu parallèle à l'histoire des voyages, et malgré tout en plein dedans. Et très étonnante par tout ce qu'il y a à dire, et on va essayer de passer à travers plein de champs de cette affaire. J'ai envie de dire pour l'introduction, de commencer par trois mots, peut-être un tout petit peu décalés, mais ça me fait penser à l'histoire des vexations narcissiques. Vous savez, ces trois vexations narcissiques décrites par Freud. La toute première, c'est Copernic, Galilée. La Terre n'est pas le centre de l'univers. Lorsqu'on découvre ça, il y a quelque chose qui est très difficile à admettre pour les humains. Ensuite, il y a Darwin. L'homme descend du singe. L'évolution, c'est aussi extrêmement difficile à intérioriser, à mettre dans notre petite anthropologie qu'on a chacun pour soi et qu'on a collectivement. Et la troisième, d'ailleurs, c'est Freud qui se met en scène, étant lui-même assez narcissique, c'est sa vexation narcissique à lui. La raison n'est pas maîtresse chez elle, il y a l'inconscient. Eh bien, on peut dire que parmi d'autres vexations narcissiques, il y a eu celle de la découverte des microbes, des bactéries, des virus, des parasites, découverte qui se fait au XVIIe siècle, vous savez, et qui va vraiment être quelque chose de très nouveau. Si on pense, quand on fait de l'histoire, il s'agit d'un nouvel agent qu'on ne connaissait pas historiquement et dont on s'aperçoit maintenant qu'il a joué ce rôle à travers plein d'aspects, et particulièrement à travers les voyages. Et ces microbes, ensuite, on va découvrir que ce sont des agents pathogènes. Enfin, on va découvrir ceux qui sont des agents pathogènes, parce qu'ils ne sont pas tous. On va découvrir d'ailleurs très récemment à quel point on vit en écosystème avec eux, qu'on n'est pas face à eux, que l'idéal, c'est pas la stérilisation, c'est pas qu'il n'y ait aucun microbe. D'une certaine façon, c'est pas qu'il n'y ait aucune altérité de ce côté-là, mais au contraire, qu'il y ait bonne entente et fécondation mutuelle, on pourrait presque dire. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi toujours le pathogène, et on est bien dans notre époque placée pour le dire. Voilà, je vais m'arrêter là parce qu'on pourrait dire beaucoup de choses à partir simplement d'un abord de ce genre. Pour passer la parole à nos trois invités, je présente d'abord en quelques mots Guillaume Linthe, qui est postdoctorant du Fonds national suisse de la recherche et qui travaille à l'Institut Éthique, Histoire, Humanité. Vous savez, cet institut qui est en faculté de médecine, où travaille d'ailleurs aussi Alexandre Wenger, et qui mélange ces trois domaines d'heureuse façon, justement en essayant de les rendre interféconds. Il a soutenu en 2019 une thèse en histoire sur le sujet médecine et santé des voyageurs transocéaniques français à l'époque moderne, 16e, 17e siècle. Il a aussi enseigné l'histoire de la médecine, des études sociales, des sciences et des techniques à la faculté de médecine de l'université Paris-Est Créteil et au sein du département d'histoire des sciences de la vie et de la santé de l'université de Strasbourg. Il s'intéresse donc à l'histoire de la médecine des voyages et de la médecine tropicale, mais aussi à d'autres thèmes comme la littérature de voyage ou l'histoire de la syphilis et du pian. Quelques mots maintenant sur Alexandra Calmy, qui est la médecin praticien parmi nous qui travaille avec des patientes et des patients toute la journée, que je remercie particulièrement d'être là, parce que vous pensez bien, parce qu'elle est infectiologue aussi, qu'elle est sur le front actuellement. Mais Alexandra est surtout une spécialiste du VIH. Elle est responsable de la consultation VIH du service des maladies infectieuses des HUG. Elle est vice-doyenne en charge de la médecine internationale et humanitaire. Vous voyez, pas tout à fait les voyages, mais quand même un peu. Elle a une spécialisation donc en médecine interne et médecine infectieuse. Elle a aussi une formation, elle a complété sa formation avec un PhD en recherche clinique sur le VIH qu'elle a mené à Sydney. Et puis, elle participe à beaucoup de choses comme le Conseil scientifique de l'étude de cohorte VIH suisse ou la Commission fédérale pour la santé sexuelle. Elle collabore avec Médecins sans frontières depuis longtemps, etc., etc., etc. On pourrait dire beaucoup sur Alexandra Calmy, qui joue vraiment un très grand rôle dans le sida, dans la défense des patients, parce qu'il y a un côté très engagé aussi à avoir politiquement
C'est une minorité qu'il faut toujours défendre, dont il faut toujours rappeler l'importance que ça a d'être actif dans ce domaine. Et c'est pas facile. Mais là, vous voyez, elle s'intéresse aussi à des questions aussi plus universitaires, plus historiques en l'occurrence. Je passe maintenant la parole, enfin, je passe pas la parole, je présente Alexandre Wenger, qui est professeur ordinaire Dominical Humanities en faculté de médecine. Il est aussi membre du comité d'éthique clinique des hôpitaux universitaires de Genève et directeur du centre interfacultaire de bioéthique et sciences humaines en médecine. Il a fait des études de littérature et est diplômé post-grade en histoire sociale et culturelle des savoirs et des pratiques en santé. Il a fait des séjours de recherche, notamment à Paris, aussi à l'Institut für Geschichte der Medizin der Robert Bosch Stiftung de Stuttgart. Il a soutenu en 2005 à l'Université de Genève une thèse de doctorat ès lettres portant sur les effets pathogènes attribués à la lecture par les médecins du XVIIIe siècle. Donc, c'est les médecins du XVIIIe siècle qui attribuaient des effets pathogènes à la lecture. Si c'était vrai, il y aurait moins d'effets pathogènes de ce genre actuellement, encore que la lecture des écrans, c'est une autre affaire. Voilà. Je vais passer la parole pour commencer cette table ronde. Vous pouvez déjà, d'ailleurs, vous-même commencer à poser des questions pour la phase qu'il y aura après d'ouverture, justement, aux questions que vous posez. Mais je vais passer d'abord pour le début de la table ronde avec quelques présentations, quelques affirmations et déjà un début de discussion. Je passe la parole donc à Guillaume Linthe, peut-être à partir de la question des voyages et des transports. Il s'est agi justement de les transporter, ces agents pathogènes, à une époque où on ne savait pas qu'on les transportait. Qu'est-ce qu'on peut en dire et qu'est-ce que vous avez à en dire à partir de vos recherches ? Oui, merci beaucoup donc, pour cette invitation. Merci Bertrand Kiefer et merci au Festival Histoire et Cité. Alors, je pense que ce que nous rappelle notamment l'étude de cette question par l'histoire, c'est que le voyage et les échanges pathogènes, avant d'être un phénomène biologique, c'est aussi un phénomène social. Le voyage est un phénomène social majeur des différentes sociétés. Et pour notre société occidentale, on a des moments forts dans l'histoire autour de ce phénomène social. Ces moments forts, en fait, ce sont des moments notamment de mise en connexion du monde. Alors qui commencent bien avant ce qu'on appelle les voyages de découverte et l'expansion océanique européenne, puisque on l'oublie souvent, mais notamment l'épidémie de peste du XIVe siècle, elle frappe avant l'Asie très durement, avant de se répandre à travers le Moyen-Orient, puis à travers l'Europe en décimant entre un quart et la moitié de la population. Et moi, l'aspect de cette question qui m'intéresse le plus, qui m'a intéressé dans mes recherches, c'est comment est-ce qu'on a eu une accélération de cette mise en connexion du monde à partir notamment du XVIe siècle, au moment où les voyageurs européens ou les nations européennes ont commencé à se projeter hors de leurs murs. On commençait à travers de nouvelles formes de voyages maritimes qu'on appelle les voyages transocéaniques, donc c'est-à-dire des voyages qui ne reliaient plus seulement, comme on le faisait avant, la bordure de la Méditerranée ou la mer du Nord, mais des voyages maritimes qui se poursuivaient jusque sur les autres continents, en Afrique, en Asie, en Amérique. Et à ce moment-là, à partir du XVIe siècle, on a une mise en connexion du monde qui est très forte, puisque avec également la colonisation de l'Amérique, on a des échanges qui ne concernent pas seulement l'Europe avec les autres parties du monde, mais aussi les différentes parties du monde entre elles, notamment entre l'Amérique et l'Asie. Donc on a une véritable et une forte première globalisation au XVIe, XVIIe siècle, et notre monde aujourd'hui est l'héritier de cette globalisation. Et d'ailleurs, il y a un terme qui a été inventé par des historiens pour exprimer ce phénomène, notamment avec la découverte de l'Amérique, c'est celui de l'échange colombien. Donc ce moment, en fait, où quand, d'une part, un bloc déjà connecté, l'Asie, l'Afrique et l'Europe, entrent en contact avec d'autres êtres humains qui, eux, vivaient en Amérique, mais étaient complètement séparés, à ce moment-là, en fait, il y a eu des échanges
biologiques, alors qu'on concernait notamment des denrées alimentaires, mais aussi des maladies. Et notamment la variole, qui a été apportée par les Européens et qui a décimé une partie importante des Amériques. Et aussi, même si c'est quelque chose qui est en débat scientifique actuellement, on pense que la syphilis serait une maladie importée de cet échange biologique colombien. Merci beaucoup. Vous voyez, échange non pas de bons procédés, mais d'agents de toutes sortes. La syphilis aurait été ramenée de Hispaniola, des indigènes qui étaient à ce moment-là. Alors, en fait, il y a un débat depuis le début du 19e siècle qui est permanent autour de cette question. On n'en est pas sûr. Et notamment récemment, il y a des études qui ont mis au jour, des études d'archéogénétique, d'études d'anthropologie ancienne, qui ont mis au jour le fait qu'au XIe siècle, en Europe du Nord, on a trouvé des personnes atteintes de syphilis, du pian, qui est une sorte de variant du même tréponème, et même d'une sorte de branche éteinte de tréponématose. Donc, voilà, c'est un débat en fait qui se poursuit depuis 2 siècles pour savoir si c'est une maladie américaine ou non. Merci. Alexandra Calmi, vous êtes donc spécialiste du VIH qui appartient aussi, qui a une branche dans l'histoire contemporaine et qui est une zoonose qui a émergé d'une maladie animale. Quel est votre regard sur l'histoire à partir du VIH, des maladies ? Merci pour cette question. C'est très impressionnant pour moi d'être entourée de gens comme ça qui ont un tel background historique. J'avais pas de background historique au départ. Quand je me suis occupée du VIH, ce qui m'a concerné, ce qui m'a vraiment impressionné, c'est à quel point le VIH faisait partie, déjà au moment même de son essor, de l'histoire. C'est-à-dire que avant qu'on voit les premiers cas de sida en 1981 aux États-Unis, le VIH avait déjà 50 ans d'histoire. C'est quand même assez exceptionnel. Et l'histoire du VIH, c'est l'histoire de la colonisation, c'est l'histoire du monde à cette époque-là. C'est-à-dire que des grandes forêts africaines, comment est-ce que finalement on a vu les premiers cas de sida aux États-Unis? Je crois que c'est une question qui a fasciné de nombreux chercheurs. Ce qui est particulièrement à relever, c'est que ça relève non seulement de l'histoire des transports, c'est-à-dire le virus s'est déplacé d'abord en pirogue, il est sorti des grandes forêts africaines, il a été dans les grandes villes, notamment à Kinshasa, où se construisaient des premières rames de chemin de fer pour lesquelles il fallait faire appel à des travailleurs étrangers, des immigrants. Et là, on voit bien que l'histoire du voyage se mêle quand même à l'histoire des femmes et des hommes et à ceux qui venaient travailler pour nourrir leur famille. Et donc, parmi ces immigrants, il y avait beaucoup de personnes d'origine haïtienne. Et à un moment donné, ces personnes sont retournées dans leur pays. Elles étaient évidemment, malheureusement, encore très pauvres. Et un certain nombre vendaient leur sang aux Américains pour faire gagner un petit peu d'argent. Donc on voit bien que toute l'histoire du VIH, c'est l'histoire des moyens de transport, de la pirogue à l'avion, finalement, du XXe siècle. C'est vraiment la pandémie du XXe siècle, mais aussi l'histoire des hommes et l'histoire de la société à cette époque-là. Est-ce qu'on était prêt à faire pour gagner sa vie, vendre son sang, aller travailler à Kinshasa quand on habite Haïti pour construire des chemins de fer. Donc j'ai toujours été fascinée finalement par cette grande interrogation de ce virus qui a finalement mis beaucoup de temps à se propager. Ça n'a rien à voir avec le Covid. Le VIH, c'est une longue histoire. Sa propagation, d'ailleurs, c'est pas une propagation respiratoire. Ça ne s'est pas fait en une année, la pandémie du VIH. Donc, je trouve toujours fascinant de voir à quel point le VIH et l'histoire du sida ou de cette grande pandémie du XXe siècle, qui n'est pas que celle du XXe siècle, celle du XXIe aussi, puisque le sida est toujours là. Et je trouve que cette approche avec des collègues historiens, finalement, rejoint les interrogations actuelles d'aujourd'hui de comment ces virus circulent. Merci beaucoup. Il y a de quoi revenir sur ce sujet, on y reviendra. Mais d'abord, Alexandre Wenger, ces virus, c'est aussi ces infections, ces microbes, c'est aussi des affaires d'altérité, de stigmatisation. Ça l'a beaucoup été, ça l'est encore. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus ?
Oui, alors si je réagis un tout petit peu à ce qui a été dit tout à l'heure, concernant la syphilis, c'est vrai qu'on pense qu'elle est d'origine colombienne, hein, mais lorsqu'elle s'est diffusée en Europe, hein, la première explosion de syphilis, hein, c'était lors d'un siège militaire du royaume de Naples, hein, qui est maintenant la ville de Naples, par les Français. Et en fait, dès le début, les Français ont appelé ça le mal de Naples, hein, alors que pour les Italiens, c'était il morbo gallico, le mal français. Donc on voit que ce type de... Il y a des échanges, enfin il y a des gens qui voyagent, hein, mais on attribue souvent le mal, la maladie infectieuse à l'autre. Hein. Et je pense que ça fait un écho évidemment direct à la maladie, enfin le virus chinois cher à Trump aujourd'hui, aux variants britanniques. Et puis on a aussi encore cette tendance, disons, à assigner une origine géographique qui n'est pas toujours exacte, hein, parce qu'un des grands référents de la pandémie qu'on vit maintenant, c'est la grippe espagnole, hein, de 1918, qui n'avait strictement rien d'espagnol. C'est simplement qu'à l'époque, on était en période de guerre, les médias espagnols étaient libres, donc ils en ont parlé, au contraire des médias français et allemands qui ont essayé de cacher ça, parce que c'était une information qui était potentiellement importante pour l'ennemi. Donc c'est devenu la grippe espagnole, mais elle était pas, enfin elle était d'origine nord-américaine. Et donc il y a une méfiance de l'ailleurs à travers ces dénominations des maladies. Et puis, alors pour la stigmatisation, je dirais que quand c'est croisé à une rhétorique de l'armement, à une rhétorique martiale, militaire, hein, on combat la maladie, on va essayer de vaincre le virus, on a un arsenal thérapeutique. Alors là, il y a un risque de stigmatisation parce qu'il y a parfois une sorte de dérive, hein, où l'ennemi, c'est plus le microbe, c'est plus l'agent pathogène, mais ça devient le porteur, ça devient la personne en fait qui est porteuse du virus ou de la bactérie en question. Et puis, pour rebondir sur la question du sida, il y a un exemple qui me semble assez édifiant, disons, de ce genre de choses. Longtemps, on a recherché le patient zéro pour le sida. C'est une espèce de chasse aux sorcières, hein. On s'est dit, si on arrive à trouver la personne qui, initialement, a diffusé la maladie, ça permettra de faire avancer la connaissance. Et puis, on en est revenu aujourd'hui, mais longtemps, ce patient zéro, ça a été Gaëtan Dugas, qui est un steward qui aujourd'hui est décédé, un steward canadien, homosexuel. Donc vous voyez qu'il y a l'homosexualité. Donc à l'époque, le sida, c'était le cancer gay, hein, ou GRID pour Gay Related Infectious Disease. Donc il y a, disons, le rejet de l'autre. Hein, et puis en même temps, il était steward, donc il passait son temps à voyager. Donc on a tous les ingrédients de la composition d'un bouc émissaire parfait. Mais il s'est avéré que ça n'était pas le patient zéro. Absolument, et bah justement parce que, alors déjà, le sida n'a pas débuté en 81, comme on l'a dit, c'est lié à l'histoire coloniale. On pense que les premiers bassins, enfin les zoonoses, en fait, ont passé à l'humain même à la fin des années 10 probablement déjà. Alors il y a l'histoire des pandémies et la nôtre d'histoire que nous vivons actuellement de pandémie qui nous rattache à toutes les périodes qui nous ont précédés. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas seulement la pandémie en tant que maladie qui se répand et qui a des conséquences dans les différentes sociétés, cultures et systèmes d'idées, mais il y a aussi à faire une histoire des façons de lutter contre cette pandémie, des façons de réagir et les parallèles à faire aussi. C'est intéressant, particulièrement par rapport à une modernité qui se pensait complètement libérée de toutes sortes de choses liées au passé grâce à ces technologies. Et Alexandra Calmi, qu'est-ce qu'on peut dire sur les façons de lutter contre le VIH-Sida et peut-être quelques parallèles avec la pandémie qu'on vit, sachant qu'on continue de vivre avec la pandémie VIH, mais la pandémie SARS-CoV-2. Je voudrais rebondir finalement sur ce qu'a dit Alexandre, parce que je le partage totalement, c'est le danger vient toujours de l'autre. Alors, dans le sida, c'est évident, hein, il y avait les gays, les haïtiens, les hémophiles par ailleurs, enfin bref, mais tout sauf soi-même. Et il y avait encore même la discussion du stigmate, c'est-à-dire on pouvait porter sur soi le fait d'être malade, ce qui est un petit peu différent actuellement. Mais enfin, donc le danger c'est l'autre, on met un préservatif, on se protège de l'autre, et on met un masque, on se protège de l'autre. Maintenant, c'est avec le masque. Donc c'est quelque chose qui est particulièrement... on a pensé à un moment donné
qu'on avait terminé avec la peur. On avait, il n'y a pas si longtemps que ça, sur les dossiers médicaux dans nos hôpitaux universitaires, des petits signes distinctifs quand le dossier était celui d'un patient qui était séropositif pour le VIH. C'était quand même il n'y a pas si longtemps que ça. Il y avait jusqu'en 2009 l'interdiction pour les personnes VIH de voyager. Donc la peur, elle est toujours là. Mais alors, pour répondre à ta question, je rebondissais sur les propos d'Alexandre, la peur n'a jamais été bonne conseillère pour ce qui est de lutter contre une pandémie. Et je me souviens de périodes, il y a peut-être une dizaine d'années, dans un pays d'Asie du Sud-Est, quand on avait monté un programme SIDA c'était en Birmanie, où il fallait faire des consultations à 2 heures du matin parce que les personnes séropositives étaient pourchassées par le fait même d'être séropositives. Donc on voit bien que c'est absolument impossible de penser lutter contre une maladie contagieuse si les personnes qui sont atteintes ne peuvent pas recourir aux soins de manière correcte et ne peuvent pas bénéficier des meilleurs soins possibles, si possible gratuits. Voilà. Donc l'aspect économique, bien sûr, rentre en jeu. Hein. Si vous faites payer les soins que vous donnez dans une maladie infectieuse, alors il n'y a vraiment aucune chance que vous puissiez atteindre les personnes les plus vulnérables. Donc je pense que ça, c'est une grande leçon quand même du VIH. La deuxième leçon, je pense, qui prend tout son sens maintenant, c'est la collaboration qu'il y a eu avec les citoyens, avec les associations. Le monde associatif dans le VIH a joué un rôle clé dans la riposte qui a été faite à la pandémie. J'ai évité d'utiliser le mot guerre parce que j'aime pas non plus, ou le combat. Dans la riposte qui a été faite à la pandémie, je pense que c'est quelque chose qu'on peut prendre comme leçon actuellement. Si on n'associe pas finalement, alors dans le cas du sida, c'était des associations, mais si on n'associe pas l'ensemble de la société aux mesures que l'on met en place, je crois que les chances de succès sont minces. J'ai été frappée au début de la pandémie Covid, enfin de ce qui était encore l'épidémie Covid en Chine, où on avait l'impression que finalement seul un régime très autoritaire comme celui des Chinois pouvait vaincre. Alors là, j'utilise le mot guerre, pouvait vaincre et éviter que ce virus ne sorte de la Chine. On va être protégé, parce que finalement, c'est un régime autoritaire, ils y arrivent très bien, merci beaucoup. Ça n'a pas marché. Donc, on a quand même appris tout ça depuis des dizaines d'années, et puis on voit bien que c'est pas si facile de faire ressortir les leçons du VIH. Et la troisième leçon, c'est aussi la gratuité, j'en parlais tout à l'heure. Je crois que c'est extrêmement important, l'aspect financier. L'aspect financier du Covid ne se limite pas à la fermeture ou au remboursement des RHT. L'aspect financier, c'est que si vous voulez que tout le monde se teste, eh bien, il faut que les tests soient gratuits. Et une année après, on y arrive. Mais une année après, ce qui est à l'échelle de temps actuellement de notre époque, c'est quand même très, très long. Donc on voit bien qu'on a appris de nombreuses choses. On a appris la vie avec la société, le débat public dans le VIH, on a appris la gratuité, on a appris que la peur et le stigma ne résolvaient rien. Et puis finalement, on a quand même l'impression qu'il faut encore répéter les mêmes choses aujourd'hui. Il y a aussi d'ailleurs la confidentialité. Hein. Il y a une grande lutte actuellement des autorités sanitaires pour empêcher des autotests pour le Covid. Or, il y a des gens qui ne se testent pas officiellement parce qu'ils ne veulent pas se mettre en quarantaine parce qu'ils ne peuvent pas pour des raisons économiques, mais qui pourraient faire davantage attention s'ils voyaient qu'ils étaient positifs. Mais on voit que ces débats reviennent, n'ont pas été assimilés par le système, alors que c'était le cas déjà avec le VIH-Sida. On s'est rendu compte que c'était très important, la confidentialité. Ou avec Ebola aussi, ouais. Oui. Cette anecdote, mais dans un camp en Sierra Leone, à un moment donné... Alexandra est aussi une spécialiste d'Ebola. Hein. Ouais, alors disons, on ne peut pas dire que le nombre de cas à Genève... Oui. Faites-moi une spécialiste, je ne veux pas dire ça. Bon. Mais j'ai travaillé 6 semaines dans un camp d'Ebola de MSF en Sierra Leone, et c'était à un moment donné, dans l'après-midi, arrive un représentant du ministère de la Santé qui lit à voix haute le nom de toutes les personnes dont le diagnostic avait été rendu positif pour Ebola. Il n'y a absolument pas meilleur moyen pour faire fuir les gens d'un camp, c'est pas le mot, mais des tentes de traitement dans lesquelles on soignait les personnes. Parce que ce sont des personnes qui ne retrouvaient ni leur famille, ni leur travail quand elles en avaient un. C'est quand même une économie très informelle. Ça a eu des effets très, très dévastateurs. Et comment est-ce qu'on se positionne, nous, comme soignants, face à ça? C'est une question que je laisse ouverte encore. Alexandre Wenger, actuellement,
c'est vraiment intéressant à quel point on vit ça. Donc on a actuellement des quarantaines, des confinements, toutes sortes de choses. On met à l'écart les gens qui sont atteints ou qui sont susceptibles d'être atteints. C'est une façon pourtant qui est, disons, postmoderne, une réactivation postmoderne, mais de très vieilles choses, de choses vraiment qui se sont vues historiquement. Il y a eu toutes sortes de façons de faire ça. Oui, c'est vrai que alors, disons, historiquement parlant, je pense qu'une épidémie ou a fortiori une pandémie, c'est toujours un facteur d'interruption des échanges commerciaux. C'est quelque chose qui stoppe la circulation des biens et des personnes. Alors, pour couper court à la contagion, évidemment. Et ce qu'on observe aujourd'hui, les mises à l'isolement, les fermetures de frontières, hein, c'est un très, très, très vieux réflexe. Hein. Donc, c'est vrai que c'est saisissant de constater à quel point, disons, les réactions qu'on a aujourd'hui face à la pandémie, alors, sont modernes dans leur mode d'action, parce qu'évidemment qu'on dispose d'une médecine dont on ne disposait pas dans les siècles passés. En revanche, en termes, disons, de conceptuels, hein, en termes de réaction théorique face à l'infection, on a des exemples très anciens qui montrent qu'on agit toujours de la même manière. Et je prends un exemple très local, si je peux, qui est celui de Genève. En 1720, il y a la dernière grande vague de peste qui va frapper l'Occident. Donc en 1720, il y a un bateau qui arrive à Marseille en provenance de la Syrie et il y a des morts suspectes à bord. Donc le bateau, il est immédiatement mis à l'isolement dans ce qu'on appelle des lazarets de quarantaine. Donc à Marseille, il y a le petit archipel du Frioul, hein, au large de Marseille, et sur une des îles de Pomègue, il y a ce lazaret qui est un bâtiment, disons à mi-chemin entre un bâtiment carcéral et puis un hôpital. Hein, et les bateaux sont mis là pendant la période de 40 jours pour voir si la maladie se trouve à bord ou non. Et puis cette peste il y a des gens qui fraudent parce qu'il y a des intérêts financiers qui sont en jeu, donc la peste débarque sur le continent. Et à partir de ce moment-là, Genève va être mise au courant et du coup va prendre un certain nombre de mesures, hein, pour anticiper l'arrivée de la peste, qui, Dieu soit loué, n'arrivera jamais, mais les mesures sont mises en place. Hein. Et donc, par exemple, parmi les mesures les plus spectaculaires, il y a la construction de 2 lazarets à Genève. Alors, un à Sécheron, c'est-à-dire sur la route entre Genève en direction de Lausanne, l'autre à Châtelaine, un pour les personnes et l'autre pour les marchandises. Et donc, ce sont des lieux, chaque fois qu'une marchandise, que le courrier ou qu'une personne vient de l'étranger et veut rentrer dans la cité de Genève, donc elle doit faire quarantaine à cet endroit-là. Et puis ensuite, les marchandises sont parfumées. Le parfumage, c'était une mesure de désinfection. Donc, c'est quelque chose qu'on retrouve aujourd'hui. Alors, ça posait des problèmes parce que les parfums étaient très forts, étaient parfois très violents. Ça pouvait altérer les marchandises. Donc, de nouveau, il y avait des intérêts économiques qui entraient en compte. Mais disons, cette logique de fermeture et puis de désinfection, de nettoyage de ce qui rentre, elle était mise en place. Hein. C'est Lazaret à Genève, on est à quel siècle à peu près ? Alors là, c'est 1720, donc ça a été construit spécifiquement pour la période de peste. Et puis, on les a démontés après 2 ans. Et à ce moment-là, à Genève, on avait quoi comme théorie sur l'origine de la peste et la transmission de la peste ? Donc, on découvre Yersin, j'allais dire Yersin, un morgeois qui va découvrir le bacille de la peste et sa manière de transmettre. Mais à ce moment-là, on pensait quoi ? Alors, il va le découvrir bien plus tard, hein, la toute fin du 19e siècle. Ouais. Hein. Alors là, alors c'est un très grand chapitre. Hein. Pour être très succinct, il y a 2 origines possibles. Il y a une origine infectieuse et il y a une origine par contagion. L'infection, si vous voulez, ça vient de l'intérieur. On craint les eaux qui croupissent, par exemple, hein, parce qu'on pense que la putréfaction de l'eau, elle peut générer des corpuscules malins. On craint les animaux de ferme qui, à l'époque, étaient encore présents à l'intérieur des murs. On craint la saleté, parce que la saleté, en fait, pouvait générer la peste. Et donc, il y a des mesures qui sont prises de nettoyage de la cité. Et puis, la deuxième façon, donc celle qui peut-être nous intéresse plus aujourd'hui pour les voyageurs et les déplacements, c'est la contagion, c'est-à-dire quelqu'un qui, de l'extérieur, apporte un élément pathogène qui va pouvoir se développer à l'intérieur de la ville, d'où donc les quarantaines, d'où sur la plaine de Plainpalais tout un système de cabanons où on mettait à l'isolement les malades, ceux qui avaient les suspects, les pauvres, les riches étaient séparés. Donc, la ville, elle était complètement quadrillée, disons,
pour une séparation maximale des différents types de populations. Mais on pense qu'elle vient des étrangers, de l'extérieur. Alors, on sait quand même qu'elle est arrivée par bateau, ça oui. on sait. Et puis oui, la principale crainte, elle porte quand même sur l'ailleurs, sur l'extérieur. Ouais. Par exemple, plus aucune marchandise ne rentre sans une bullette de santé, qui est une sorte de passeport pour les marchandises, qui dit que lorsque la marchandise a quitté la vallée du Rhône, Lyon ou Grenoble, par exemple, qui est un pôle d'échange économique avec Genève, les denrées sont saines. Elles ont été parfumées sur place ou la personne qui vient de notoriété publique n'a pas déclaré les signes de la contagion. Est-ce que cette toute petite phrase que je vais dire maintenant, si on l'avait dite au Moyen-Âge, on aurait changé l'histoire du monde? La peste est transmise essentiellement par les rats et les puces de rats. Est-ce que si j'avais pu dire ça juste avant les grandes pestes, est-ce que toute la face du monde aurait été changée pour une minuscule phrase comme ça? Je ne sais pas, parce qu'après, il faut que ce soit suivi des faits. Oui. Donc, la mise en place des mesures, elle est quand même plus compliquée. Une des hypothèses de la peste du XIVe siècle, la grande peste qui a été mentionnée par Guillaume tout à l'heure, c'est qu'en fait, la puce du rat avait décimé tous les rats, et c'est pour ça qu'elle est passée à l'humain. Il y avait plus de rats vivants, hein, donc c'est pour ça que, qu'elle s'est attaquée à un autre hôte. Merci beaucoup, Guillaume Linthe. Grégoire Linthe, pardon. Est-ce qu'il y a quand même eu toujours puisqu'on parle d'histoire des voyages aussi, il y a eu toute une mythologie autour des pays tropicaux, de ces mondes lointains, et qui, comme il nous semblait exotiques, lointains, mystérieux, étaient vraiment susceptibles aux yeux de l'époque, en tout cas, d'être là où apparaissaient les maladies. Est-ce que c'est vraiment le cas? Et comment ça a été vécu, ça? Oui, parfaitement, parce que en fait, il y a tout un terreau intellectuel à la manière dont la médecine tropicale, qui est un terme un peu générique, qui a plusieurs sens au cours de l'histoire, dont la médecine qui s'occupe des pays situés entre les tropiques se construit. Et ce terreau intellectuel, il est notamment originaire d'une représentation géographique du monde héritée de l'Antiquité et discutée pendant le Moyen-Âge. En fait, durant l'Antiquité, on considère que la Terre est divisée en 3 espaces et que l'espace central du globe, c'est ce qu'on appelle la zone torride, l'espace situé entre les tropiques, donc torride, parce que le lieu, en fait, trop proche du Soleil, où la Terre est brûlée, en quelque sorte. Donc vraiment, c'est un lieu qui, dans les mentalités, dans les représentations culturelles européennes, représente une forme d'altérité totale et aussi qui incarne une forme de peur. Et au Moyen-Âge, donc avant l'époque de l'expansion océanique européenne et des échanges commerciaux à travers le monde par voie maritime, on discute dans les universités, on se demande si cet espace-là, il est totalement inhabitable parce que brûlé, ou certains défendent l'idée que c'est un espace qui est difficile à vivre, et on dit, le terme latin utilisé, c'est indelectabilis, le lieu où on ne se délecte pas. Donc où c'est vraiment très, très désagréable de vivre. Alors bien sûr, avec les premières explorations maritimes, on se rend compte que ce sont des lieux où vivent des populations, donc ce sont des lieux vivables. Mais en fait, cette représentation d'un lieu où on ne se délecte pas, d'un lieu difficile à vivre, elle va prendre un nouveau sens, un sens pathogène. On va considérer que c'est la zone, en raison de son climat, en raison de son environnement, entre le XVIe et le milieu du XIXe siècle, c'est vraiment l'espace du monde qui est le plus dangereux, parce que le climat va influer sur les corps et va rendre malades les personnes qui se rendent dans ces lieux. Donc, étant donné que ce sont les lieux les plus fréquentés par le commerce international, que ce soit les côtes d'Afrique, que ce soit les Antilles, que ce soit l'océan Indien, il y a toute une littérature, il y a toute une réflexion médicale qui va naître sur cette question, et on va parler entre le XVIIe et le milieu du XVIIIe siècle d'une médecine, non pas tropicale, mais d'une médecine des pays chauds, c'est-à-dire une médecine qui s'intéresse à l'effet de l'environnement, à l'effet du climat de la zone intertropicale sur les êtres humains. Et c'est vraiment perçu comme étant le lieu le plus pathogène de la Terre. Quand on traverse ces zones, on considère notamment que les pluies le long des côtes d'Afrique de l'Ouest, ce sont des pluies, on dit putrides, dans
dans la manière de le définir à l'époque. Donc, dès que cette pluie s'abat sur quelqu'un, il va tomber malade, il va tomber en putréfaction, et possiblement, il va attraper une maladie qui va devenir contagieuse. Et par exemple, un des textes centraux, c'est un traité de James Lind, qui est connu pour ses travaux sur le scorbut, mais qui est aussi un des premiers auteurs qui a écrit un traité sur les maladies des Européens qui se rendent dans les pays chauds. Donc, en fait, on a parlé tout à l'heure des stigmatisations des personnes. Il y a aussi une stigmatisation géographique, en fait, une stigmatisation de certains lieux qui s'est appliquée aussi dans certaines dimensions, notamment dans la représentation des autres peuples du monde au moment de la colonisation, et qui s'exprime aussi par un biais médical comme étant des lieux en fait sauvages, des lieux dangereux, des lieux pathogènes. Et pour terminer donc sur cette histoire de la médecine tropicale, en fait, on a cette médecine des pays chauds qui est avant tout liée à un environnement, à un climat jusqu'au milieu du 19e siècle. Et la médecine tropicale, telle qu'on la comprend, telle qu'on l'entend aujourd'hui, elle apparaît seulement à la fin du 19e siècle, donc après l'époque de Robert Koch, de Pasteur en France, où on comprend que les micro-organismes sont les responsables de la maladie. Et c'est à la fin du 19e siècle, avec Patrick Manson, qui publie un ouvrage intitulé « Tropical Diseases », et qui est le premier ouvrage, on va dire, de médecine tropicale moderne, centré sur la question des maladies infectieuses et des agents infectieux qui, dans les pays tropicaux, sont susceptibles de se développer et aussi de traverser les océans. Mais enfin, quand même, les explorateurs de toute une époque qui se rendaient dans les pays tropicaux, ils avaient beaucoup de raisons, de causes, de risques de mourir. Mais parmi ces raisons, ces risques, il y avait vraiment les maladies infectieuses. Donc il y avait là tout un champ d'ailleurs de mythes, mais aussi de réalités qui étaient décrits à l'époque. C'était vraiment un risque pour l'explorateur ou le voyageur simplement de partir dans les tropiques. Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs en fait. On a longtemps mis en avant dans l'histoire des voyages maritimes et de ce qu'on appelait les voyages de découverte le fait que c'était terrible pour les voyageurs de l'époque parce que les voyages étaient très longs et que souvent on parcourait les océans pendant des mois sans toucher terre. Mais en fait, c'est seulement une partie du problème parce que quand on lit les textes de l'époque, on se rend compte que ce qui faisait souvent le plus peur, c'était le passage de l'équateur à bord. Parce que c'est à ce moment-là que un climat brûlant s'abattait sur les matelots et que cette pluie putride, notamment, et c'est aussi l'époque où on découvre le système des moussons, qui paraît extrêmement exotique aux Européens. On ne comprend pas à quoi ça correspond. Et en fait, cet environnement moite, humide, chaud, apparaît comme extrêmement pathogène. Alors après, on n'a pas la conscience entre le XVIe et le XVIIIe siècle de la diffusion des maladies à travers des micro-organismes. Mais il y a en fait un phénomène qui est intéressant, c'est qu'on considère que alors, il est possible d'attraper une maladie et de la transporter par contagion jusqu'en Europe ou dans d'autres continents, mais on considère aussi que les conditions du voyage sont tellement terribles que certaines maladies peuvent naître de ces conditions. Et que, par exemple, le fait que des corps tombent en putridité dans des navires traversant l'équateur vont pouvoir créer, un peu de ex nihilo, une maladie qui ensuite va se répandre. Alexandra Calmy, il y a une des questions qui s'approche de celle-là. Et d'ailleurs, je vous encourage tous à poser des questions. C'est comment envisagez-vous cette représentation, stigmatisation de l'autre comme vecteur de maladie? Ah non, je m'excuse. C'est pas celle-là. Je me suis un petit peu trompé. Y a-t-il des zones plus fertiles que... J'y reviendrai à l'autre. Y a-t-il des zones plus fertiles que d'autres ou n'est-ce que liées au transport et au voyage? Est-ce qu'il y a maintenant qu'on a un savoir scientifique, est-ce qu'il y a des zones où apparaissent des maladies susceptibles d'être transmises par exemple des pandémies, des choses de ce genre? Est-ce que malgré tout, justement, les tropiques sont une de ces zones? Difficile à répondre exactement sur les tropiques, mais je reviendrai juste sur les bateaux et les voyages, oui. Parce que ça m'intéresse. Évidemment, il n'y avait pas que les maladies infectieuses, même si elles ont été des grands vecteurs dans ces grands voyages. Et sans être historienne, je me suis intéressée à l'histoire plutôt des essais cliniques. Et j'ai vu qu'une des premières ébauches d'essais randomisés, qui est vraiment considéré actuellement comme le gold standard, on compare une intervention contre l'absence d'intervention ou un placebo dans une population à peu près identique, a eu lieu dans un bateau
par un médecin qui regardait si, quand on donnait du jus de citron, vous me corrigez si je me trompe, j'ai vu ça dans le cours de première année récemment, des étudiants en médecine, et c'est comme ça que finalement est née la médecine des essais cliniques randomisés. Je trouve ça extraordinaire finalement, parce qu'ils avaient vu tout juste par ailleurs, puisque le scorbut, c'est quand même l'absence de vitamines, et ça a été d'ailleurs corrigé par la suite. Et donc dans cette situation-là, c'était pas les maladies infectieuses, mais il y en avait bien entendu beaucoup sur ces bateaux. Et ça a transformé, puisqu'on est dans l'histoire et les voyages, ça a transformé quand même les voyages, oui, cette découverte. Justement, plus vraiment. Que les antibiotiques, oui. Disons qu'ils sont arrivés beaucoup plus tard quand même. Donc je trouve ça assez intéressant. Maintenant, le milieu tropical en lui-même, là aussi, on parle souvent de médecine tropicale comme synonyme de médecine des voyages. C'est probablement un abus de langage, parce que comme tu le faisais remarquer quand on préparait notre table ronde, quand on va en Norvège, on ne va pas tellement rendre visite à la médecine des voyages. Donc la médecine des voyages n'est pas forcément égale à la médecine tropicale. Il y a effectivement des terreaux qui sont dans les pays tropicaux, mais il faut aussi dire qu'il y a dans beaucoup de pays au sud de l'hémisphère, il y a beaucoup de pays qui vivent en grande situation de précarité, de vulnérabilité, de condensation de population. Et c'est clair que là, ce sont des terreaux. Et quand on voit ce qui s'est passé avec le Covid, ça s'est quand même passé dans un pays très, très densément peuplé, dans une ville dont personne ici probablement connaissait le nom, en tout cas pas moi, avant décembre 2019. Mais malgré tout, j'ai quand même compris que c'était une ville beaucoup plus peuplée que Genève. Donc, on voit bien que la densité de la population a à faire avec ce transport facilité des microbes, peut-être même plus que la chaleur qu'il faisait à Wuhan en décembre 2019, j'imagine. Ça ne devait pas être très chaud. Oui, et puis donc, malgré tout, le voyage, l'altérité joue aussi dans les systèmes humains, parce que lorsque les Européens arrivent en Amérique du Sud et déciment, je ne sais plus si c'est Alexandre ou Guillaume qui en parle, et vraiment déciment les populations sud-américaines, c'est aussi parce que nous, Européens, nous étions habitués à ce virus. On avait déjà eu les dégâts du virus, on avait un système humain. Donc, et pas les Sud-Américains. Et ensuite, il y a eu probablement d'autres rapports de ce genre. Donc, nous ne sommes pas adaptés au voyage immunitairement, nous, les humains. En tout cas, pas aux voyages intercontinentaux rapides. C'est un peu ça qu'a montré l'histoire. Ça se paie d'un prix élevé. Je ne sais pas qui veut répondre. Alexandra, déjà. Peut-être juste un mot là-dessus. Finalement, tu parles de l'immunité collective. Oui. Quelque part, il faut une immunité collective pour éviter d'être atteint par des germes qu'on ne connaît pas. Ces germes peuvent venir d'ailleurs, mais pas forcément de très très loin. On le voit bien avec toute la discussion de l'immunité collective, par exemple, de ce qu'a fait la Suède pour essayer de contenir le coronavirus. Donc, je suis pas... Mais c'est tout à fait juste que la rapidité avec laquelle on circule actuellement, et on peut prendre l'exemple simplement des stations de ski et du variant anglais, la rapidité avec laquelle ça circule fait qu'on ne peut quasiment plus stopper, rien du tout, parce que être en Amérique le lendemain, aller à Chicago pour 2 jours pour un congrès, on en parlait récemment, ça va, d'abord peut-être heureusement pour le climat, ça va plus se faire beaucoup, mais enfin, c'était complètement fou. On allait pour une réunion d'une journée, on traversait l'Atlantique. Bien sûr qu'on n'a pas d'immunité pour des on n'est pas virus. Équipé humainement pour ça. On n'est pas équipé pour ça, mais on n'est pas équipé pour tous les micro-organismes qui pourraient survenir, et parce que des pandémies, elles ne vont pas s'arrêter comme ça. Les virus sont présents, et les bactéries aussi. Je ne crois pas que même en stoppant tout d'un coup, et notamment les voyages, on va se priver d'une prochaine pandémie. Alors peut-être justement, on peut parler de ça en quelques mots. Il y a les virus, en particulier les virus émergents actuellement, il y a les bactéries résistantes, enfin il y a toutes sortes de choses. Mais si on en vient à peut-être ce qui est plus ancien, par exemple la peste, Alexandre, à quel moment est-ce que ça apparaît? Est-ce qu'on sait, ça vient de l'Orient, mais est-ce qu'on sait comment c'est apparu? Est-ce que ça a toujours plus ou moins existé? C'est pas un virus? Est-ce que c'est une maladie qui a émergé par mutation? Comment? Alors là, je sors un petit peu de mon domaine de compétences. Ça, je sais pas. Enfin, on l'a observé dans la haute antiquité, hein, donc on sait qu'elle était présente à ce moment-là. Auparavant, je sais pas. Moi, ce que je voulais dire, c'est juste revenir sur cette idée de la vitesse des voyages, hein, parce que je pense que ça, c'est un paramètre absolument fondamental. L'échange infectieux, il est fonction, oui, enfin, où la vitesse, disons, conditionne
l'efficacité entre guillemets de l'échange infectieux. Et ça, c'est la grande différence entre le XXe siècle et puis ce qui précédait, c'est qu'on a développé les transports par avion. Donc, ça favorise ça favorise, disons, le déplacement d'agents infectieux qui ont des durées d'incubation courtes, parce que justement, dans les temps passés, les lazarets de quarantaine dans les villes portuaires fonctionnaient parce que les gens qui s'infectaient, qui prenaient le bateau, développaient la maladie sur le bateau. Donc, c'était observable. Donc, lorsque le bateau arrivait à port, on savait, on connaissait la situation sanitaire. Aujourd'hui, comme tu le disais, si on se déplace pour un oui, pour un non, et qu'on peut changer de continent en quelques heures, évidemment que la maladie, elle va se développer après coup. Donc je pense que cette notion de vitesse, elle est fondamentale. Et d'ailleurs, il n'y a pas que les infections qui circulent, il y a aussi des antibiorésistances qui circulent. On sait que dans certaines régions d'Asie, notamment, où il y a eu une surutilisation d'antibiotiques vétérinaires en particulier, on peut contracter des antibiorésistances par l'alimentation, par la viande, par les produits lactés. Mais l'antibiorésistance, c'est des agents infectieux aussi. Des agents bactériens qui sont eux-mêmes déjà résistants aux antibiotiques. Ouais. C'est quelque chose de fréquent finalement dans la pratique clinique. Si vous avez quelqu'un qui a une gonorrhée, vous lui demandez d'où il vient, parce que vous vous dites que peut-être il n'aura pas le même spectre de résistance que quelqu'un qui n'a pas dépassé les frontières de votre canton. Donc, on l'a eu fait même au début de la pandémie Covid, quand on disait, ou même l'OFSP nous disait, si quelqu'un vient de telle ou telle ville, ou qui a, donc ça passait de la Chine, ensuite on a eu l'Italie, après ça est devenu de plus en plus près, on ne pouvait plus trop poser la question. Mais enfin, on voit bien qu'on a toujours essayé de trouver une cause d'où vient la chose. Si tu viens d'Asie du Sud-Est avec ta gonorrhée, c'est pas tout à fait pareil que si tu viens de la France voisine. Et je voulais juste dire, parce que longtemps, on a voyagé pour des raisons de santé aussi. Alors, il y a le pèlerinage, par exemple. Saint-Roch, c'était un saint protecteur contre la peste. Donc, on allait il y a des lieux de pèlerinage dédiés pour la peste comme pour d'autres maladies. Plus récemment, les villes d'eau. Alors, je ne sais pas si on prend Vichy, par exemple, une des plus célèbres. Il y avait des voyages. Donc, on allait à Vichy où il y avait un mode de vie. Il y avait le casino, il y avait les courses. Donc, ça alliait la santé et puis une forme de proto-tourisme, disons. Mais le voyage, le déplacement faisait partie de ce genre de choses-là. Donc, on se déplaçait. Le voyage en soi n'était pas perçu comme quelque chose de dangereux. Là où je voulais rebondir, c'est sur cette méfiance envers les tropiques. Lorsque la France avait un empire colonial, les colons français qui étaient en Afrique régulièrement devaient venir se ressourcer, faire ce voyage thérapeutique. Donc, ils revenaient dans des stations spécialisées pour ça, comme Vichy, par exemple, pour une cure de refrancitude, si vous voulez, parce qu'on craignait précisément que les effets délétères du climat africain n'affectent la santé des colons. Donc, pour pouvoir tenir le coup sur la longueur, il fallait régulièrement revenir, respirer l'air français, boire l'eau française pour pouvoir repartir. Donc il y a un lien extrêmement étroit, disons, entre une pensée raciste, une pensée du climat et le voyage. Et si je peux me allez-y. Permettre, je voulais aussi, parce que je trouve qu'il y a quelque chose qui est fascinant, en fait, et pour moi notamment dans mes travaux, qui ai lu énormément de récits de voyage entre le XVIe siècle et le milieu du XIXe siècle, c'est que on a totalement oublié ce que représentaient les voyages, et notamment les voyages lointains pour nos ancêtres. Et jusqu'à il y a très peu de temps, en fait, jusqu'à il y a peu de temps, faire un voyage lointain, c'était une épreuve terrible. C'était un risque très probable d'être malade, un risque probable, voire même de mourir. Enfin, c'était vraiment une épreuve à la fois mentale, psychologique et aussi physique. Il y avait vraiment des risques énormes. C'était pas quelque chose qu'on faisait de manière anodine. Et dans la deuxième moitié du XXe siècle, avec le développement des transports rapides, la massification, le tourisme, c'est devenu quelque chose d'extrêmement banal, comme Alexandra Calimi disait tout à l'heure, de voyager en 3 jours sur 3 continents différents. Et j'ai l'impression aussi que la situation qu'on vit aujourd'hui avec le Covid, elle nous rappelle que non, en fait, c'est en plus des problèmes écologiques que ça commence à nous poser, voyager, ce n'est pas encore anodin aujourd'hui, malgré notre modernité médicale. Par exemple, tout à l'heure, on parlait d'immunité.
c'est notre modernité médicale qui fait qu'on crée artificiellement une certaine immunité. Si on va, par exemple, en Afrique de l'Ouest, on va se faire vacciner contre la fièvre jaune. On n'a pas d'immunité héritée on n'a pas d'immunité par rapport à cette maladie, mais on va la créer artificiellement. Et je pense qu'on a peut-être cru qu'on était, avec notre modernité médicale, capable de tout contrôler. Et le Covid nous rappelle que non, pas du tout, et que voyager, c'est pas quelque chose qui est banal. Et bien sûr, ça pose la question de comment va-t-on voyager demain après ce qu'on aura vécu ces derniers mois. Mais en tout cas, la modernité infectieuse commence avec les premiers voyages transcontinentaux, donc il y a bien longtemps, puisque là, on s'échange, sans avoir le temps d'avoir eu l'immunité de s'être préparé, on s'échange des tas d'agents infectieux, avec un coût justement très important pour les voyageurs et pour les populations. Mais ça commence... on n'était pas préparé immunologiquement à ça, d'une certaine façon. Non, pas du tout. D'ailleurs, on estime que la population des Amériques est morte de 80 à 90% de cet échange. Ouais. On n'a pas vraiment de chiffres très précis sur les dégâts que les pathologies en retour ont pu causer, que ce soit en Europe, en Asie, en Afrique. Mais c'est un phénomène extrêmement massif, une mortalité massive liée à la mise en contact de populations non immunisées contre une maladie. Alexandra Camli, j'aimerais juste que tu nous dises quelques mots des maladies émergentes, des zoonoses. Est-ce que ça a toujours existé? Mais juste avant, il y a une question très précise. Est-ce que toutes les pandémies s'arrêtent grâce à un vaccin? Je vois bien quelle va être la question. La réponse va être claire, là. Vous allez voir. Non, c'est beaucoup mieux d'avoir un vaccin. Oui. C'est beaucoup mieux d'avoir un vaccin. Le sida, c'est pas arrêté de on n'a pas de vaccin. Oui, c'est vrai, c'est un peu stupide. On n'a pas de vaccin et puis on ne guérit pas du sida. D'accord. Donc on a quand même deux problèmes majeurs actuellement. Mais il y a plein de pandémies, toutes sortes énormément de maladies. Mais déjà toutes ces maladies d'enfance contre lesquelles on se vaccine et qui existent toujours. On continue avec le vaccin, mais c'est extrêmement bien d'avoir le vaccin. Mais c'est pas pour ça qu'on a fait disparaître le virus. C'est encore une autre affaire. Non, mais d'un autre côté, si on veut faire disparaître un virus, je pense que le vaccin, il est essentiel. La variole. La variole, la poliomyélite, voilà. On n'y est pas parce que dans les zones de guerre, évidemment, c'est compliqué. Parce qu'on revient toujours avec le fait que, comme tu disais, la science avec un grand S ou la médecine avec un grand M ne peut pas amener le vaccin là où il y en a forcément besoin dans des zones de guerre. Donc, la science toute seule peut rien, c'est certain. Et alors, un mot quand même, puisque ces dernières pandémies virales qui sont en train de s'accélérer, on le voit au XXIe siècle, sont des maladies émergentes et aussi dites zoonoses. Qu'est-ce que c'est, ça ? Une zoonose, c'est quand un virus qui était adapté à un autre animal mute suffisamment pour s'adapter à un hôte humain et puis finalement créer une maladie que peut-être même il ne créait pas dans son hôte naturel. Donc c'est le transport à un hôte non naturel qui fait que ce virus devient dangereux pour ce nouvel hôte accidentel, par exemple. Il y en a beaucoup des zoonoses. On pourrait, évidemment, quand on parle de maladies virales émergentes, on parle de Zika, on a eu beaucoup d'exemples récents, le chikungunya, on a beaucoup d'exemples récents, et il y en aura encore. Oui. Et toutes les maladies émergentes ne seront pas forcément des zoonoses, par contre. Je lisais ce matin dans un journal émérite de notre canton, la Tribune de Genève, que le permafrost qui permet l'arrivée ou la visualisation de virus d'il y a plus de 250 ans, ça c'est le domaine de l'histoire, des virus donc, que je ne connais pas. Mais donc on est dans avec le dérèglement climatique, avec finalement le rapport de l'homme à la nature change tellement que je crois pas qu'on puisse vraiment savoir exactement à quoi s'attendre, mais par contre, je suis certaine que des épidémies nouvelles vont survenir. Mais quand même, les zoonoses, c'est un phénomène qui s'est accéléré avec les destructions d'écosystèmes écologiques et d'autre part les voyages, l'explosion des voyages des humains. C'est certain. Chaque fois qu'on rapproche l'homme d'un environnement naturel où il n'est pas censé être, on donne le risque d'avoir des zoonoses. Mais il y a d'autres maladies anciennes qui sont des zoonoses. Je ne sais pas, la rougeole, maladie virale par exemple. La rougeole, non, je ne crois pas. Il y a un autre animal. Par contre, l'Ebola. L'Ebola. C'est une zoonose aussi. Sûr, Destruction de forêts tropicales. Alors, j'ai une question peut-être pour Alexandre Wenger. Je pense au danger de réapparition
excusez-moi. Je ne sais pas pourquoi, ça change au moment où j'ouvre. Donc je veux lire une question et j'en lis une autre. Une seconde. Bertrand, est-ce qu'il marche vraiment ton micro? Il me semble qu'il marche. Vous allez... Ah, voilà. La question, il marche mon micro? Oui. Non, oui. Excusez-moi. Ah, ça y est, ça a rechangé, pardon. Voilà. Comment envisagez-vous cette représentation, stigmatisation de l'autre comme vecteur de maladie dans les régimes fascistes? Je me suis dit, Alexandre, les régimes fascistes, ça doit être ta spécialité. Oui. Bon, Non. ça nous éloigne un petit peu des voyages, hein, Oui. mais bon, il y a énormément de choses à dire. Alors, si on prend peut-être l'exemple le plus connu au XXe siècle, c'est celui du nazisme, hein. La propagande nazie était extrêmement efficace, hein, et elle a notamment exploité la comparaison entre les microbes, hein, et puis les populations stigmatisées par le régime nazi, donc en particulier les juifs. Donc dans les années 30, hein, on trouve des affiches de propagande allemande où on voit, par exemple, j'en ai une en tête, en fait, c'est un microscope à fond noir. Et puis on voit en fait ce qu'on voit sous le microscope à fond noir, donc la petite loupe si vous voulez. Et puis en fait à la place de microbes, il y a de petites étoiles de David, et puis la croix et la faucille en fait. Et la légende de cette affichette, c'est Krankheitserreger, donc ce qui suscite en fait les maladies. Alors ça, c'est une affichette qui était parue dans un brûlot de propagande qui s'appelle Der Stürmer, qui est vraiment ce que le nazisme a produit de pire, disons, de plus dégueulasse, hein, pour dire les choses comme elles sont. Mais après, il y avait d'autres choses qui étaient beaucoup plus diffusées, où on voyait par exemple le cancer qui attaque la France, hein, et puis on voit un crabe en train de manger la carte de la France, et puis la tête du crabe, c'est la caricature traditionnelle du juif avec le nez crochu et des choses comme ça. Donc ça a été exploité. Ça a aussi, c'est un petit peu moins connu, mais ça a aussi été utilisé par les Alliés contre les Allemands, avec notamment le jeu de mots entre Germans et germs. Donc il faut tuer les germes et il faut tuer les germains, par exemple. Donc ça, c'est aussi, on a des exemples de ce genre de choses-là. Et voilà, donc je pense que là, il y avait une utilisation, c'est une question très pertinente, parce qu'il y avait une utilisation tout à fait délibérée et consciente, hein, de ce glissement entre le combat contre le microbe et le combat contre les porteurs du microbe. Et on vit là une période très, très active, politiquement, géostratégiquement, pour ce qui est de l'origine du virus. On voit bien la commission de l'OMS, Alexandra, toi qui es liée quand même à l'OMS, qui essaie de faire une enquête en Chine, mais c'est j'ai envie de dire, c'est d'une tension et d'une violence même extrême, hein, pour ça. Donc on n'arrive pas, on a beau être au 21e siècle, on n'arrive pas à éclaircir ça et à comprendre ce qui s'est vraiment passé, parce que c'est trop délicat. Et on voit des régimes là qui montent très haut le niveau de contrôle, la volonté de contrôle. C'est là qu'on voit bien que les liens entre la science et la politique sont d'une part essentiels quand on veut faire une riposte à une pandémie, mais aussi extrêmement délicats. Est-ce qu'on trouvera une fois la vérité, ou est-ce qu'on saura une fois comment ce virus est apparu? Je ne sais pas. Je voulais juste redire aussi un petit mot. On n'a pas parlé de la grippe. Vous avez parlé au début de la grippe espagnole, mais comme exemple de zoonose et de maladies virales émergentes à laquelle on se prépare finalement chaque année. Je crois que la grippe est probablement un des meilleurs exemples. On la connaît très bien. Il y a chaque année des abattages massifs de canards dans le sud-ouest, et on ne mange pas de foie gras l'année passée, peut-être aussi pour des raisons diététiques, mais aussi pour des raisons parce qu'il n'y avait plus de canards. Donc on sait très bien que ça existe, on abat ces animaux, on a abattu des visons à cause de Covid, donc ces zoonoses font partie malgré tout quand même de notre apprentissage des maladies virales émergentes. Sauf que avec la grippe, on ne pensait pas non plus avoir un lien si direct avec la politique. Mais
rappelez-vous, quand on a appelé ça la grippe mexicaine, Ouais. le H1N1 pandémique, ce qui est resté le H1N1 pandémique, je pense que le Mexique, si je me souviens bien, n'a pas du tout apprécié qu'on appelle ça la grippe mexicaine. Donc on reste même encore maintenant très très proche de ces enjeux-là, parce que c'est la sidération d'un pays qui est à l'arrêt, parce que voilà, toutes ces images-là qui nous sautent aux yeux, la Chine bloquée, la grippe mexicaine, etc. Le variant anglais, tu l'as dit, mais enfin les maladies ont un nom et aucun de ces noms n'est anodin. Et je pense que l'aspect politique que ça a pris entre la Chine et les États-Unis pour le Covid, mais on se souvient de ce qui s'est passé pour la découverte du sida. C'est quand même des années de justice pénale pour savoir qui a découvert le virus du sida, jusqu'à ce que le prix Nobel soit remis à Françoise Barré-Sinoussi pour la découverte du sida. Donc, et c'était après 10 ans de combats juridiques, pas politiques, aussi politiques bien sûr. Donc jamais, à aucun moment, ça n'a été simple. Ce n'est pas simple avec le Covid, mais l'enjeu de savoir d'où vient un virus, qui est le méchant qui m'a mis ça chez moi alors que moi, je suis tout propre, ça, je crois qu'on le vit alors au temps historique, et celui de Naples et les Français, jusqu'en passant par le sida, la grippe mexicaine, l'espagnol, enfin, etc. Et je pense que c'est vrai que ça peut paraître évident de mettre en avant ce lien entre une maladie, d'où elle émerge, et les enjeux politiques et économiques. Mais c'est vraiment quelque chose qui traverse l'histoire, ces enjeux-là, et notamment une des grandes affaires du 19e siècle, c'est celle du choléra, où quand Robert Koch se rend en Inde, qu'on suppose être le berceau de cette maladie à la fin du 19e siècle, les Anglais sont pas contents du tout en fait quand ils découvrent le bacille responsable de cette maladie, parce que le fait de mettre en avant que le choléra serait une maladie infectieuse qui donc peut voyager, c'est terrible en fait pour leurs affaires, c'est terrible pour les affaires de leur empire, pour l'Inde étant le joyau de la couronne britannique, et les Britanniques vont eux de leur côté nier pendant un temps le fait que ce soit une maladie infectieuse, vont nier cette découverte, et les Français eux aussi vont le faire parce que ils sont un petit peu tristes que ce ne soit pas les pasteuriens qui l'aient découvert. Donc il y a tout un ensemble d'enjeux politiques, symboliques et économiques qui sont toujours mêlés à ces questions, et c'est bien sûr encore le cas aujourd'hui. Oui, alors c'est très clairement le cas, hein, ça on voit bien, et en particulier la négation à tous les niveaux, dans certains pays vraiment plus haut niveau politique, la négation de la réalité du virus, de ce qu'il représente, de la pandémie, des moyens de lutter, enfin, et des enjeux économiques liés toujours à ça. Ça c'est sûr. Il y avait aussi, puis alors c'est il y a l'affaire Koch-Pasteur aussi, hein, qui est il y a cette lutte entre l'allemand et le français, le français déjà avec une très forte réputation, et Koch qui est un simple médecin de campagne. Hein, donc il y a aussi là des questions stratégiques entre les deux pays. Ah oui, il y a un enjeu idéologique très fort, un enjeu aussi parce qu'avec avec Pasteur, la France avait une sorte de héros de la science qu'il mettait largement en avant. Et en fait, avant que Koch découvre le bacille du choléra en Inde, il y avait eu une mission en Égypte avec deux équipes concurrentes. Une équipe pasteurienne, Pasteur lui était trop âgé, pas en assez bonne santé pour y aller lui-même, et une équipe allemande avec Koch. Et en fait, ça vire au fiasco pour les Français, puisqu'il y a un des membres de l'équipe française qui meurt du choléra lui-même. Et finalement, Koch pense avoir identifié, mais il n'est pas sûr, il ne peut pas l'affirmer. Et donc, en fait, il y avait vraiment une concurrence scientifique. Et quand ensuite Koch annonce avoir découvert ce bacille responsable du choléra, c'est vraiment vécu comme une défaite scientifique. C'est quelle est la science la plus puissante? Et je crois qu'aujourd'hui, par exemple, avec la question des vaccins, il y a vraiment des enjeux de dire on doit être une nation à vaccin. Être une nation à vaccin, j'ai l'impression que c'est un petit peu comme être une nation qui détient l'arme nucléaire. C'est la preuve d'un certain standing dans le bal des nations. On fait partie de ces nations-là qui ont ce pouvoir, qui ont cette capacité. Et je pense que c'est vraiment, vraiment important, et ça pose beaucoup de problèmes, notamment aujourd'hui il y a des pays européens qui sentent une sorte de déclassement, je pense, du fait de ne pas posséder leur propre vaccin, alors que d'autres pays, parfois non européens, sont capables de les développer. Ça a des enjeux très concrets. Hein. Quand on voit les États-Unis où ils en sont de la vaccination par rapport à nous, c'est vraiment leur capacité, y compris leur force politique, hein, qui est derrière. Alexandre Wenger, il y a
les scientifiques ont aussi été des voyageurs, du coup. L'histoire de Yersin, par exemple, qui va à Hong Kong, parce qu'il y a une épidémie de peste à Hong Kong. Et il y a une équipe anglaise, japonaise, enfin, il y a plusieurs équipes. Lui, c'est le moins bien équipé de tous. D'ailleurs, il a des petits moyens. Mais enfin, tous les scientifiques se précipitent, voyagent, c'est des voyageurs. Ils vont sur le foyer du problème. Ils sont sacrément courageux, à part ça, quand même, parce que les gens tombent comme des mouches. Les scientifiques, ça a été des explorateurs courageux à cette époque. Enfin, et ça allait rester. D'ailleurs, on l'a vu, il y a eu... Oui, alors certains ont été extrêmement courageux et puis d'autres un tout petit peu moins. Yersin, c'est vrai que c'est un exemple magnifique. Il a passé sa vie à voyager. Il faut lire sa biographie, hein, c'est absolument incroyable. Mais disons, je dis d'autres un tout petit peu moins. Je reviens à mon exemple de la peste de 1720. Hein. Une des premières mesures qui est prise par Genève, mais c'est une mesure qui est ancienne, hein, qui est prise par les villes italiennes depuis le retour de la peste au XIVe siècle, hein, c'est d'essayer d'endiguer la fuite des médecins. Parce que les médecins, qui sont ceux qui connaissent le mieux la maladie quand même, sont les premiers à s'en aller. Et il est très très difficile de réquisitionner du personnel. Alors là, évidemment, c'est pas des scientifiques, hein. On est au XVIIIe siècle, la science n'existe pas encore sous sa forme actuelle, hein. Mais ce qu'on appelait par exemple les corbeaux, qui étaient toutes les personnes qui étaient préposées au ramassage des corps ou au déplacement des personnes malades, hein. Alors c'était difficile de trouver ce genre de personnes, et en général, on trouvait précisément des gens de passage, hein. Alors, on se méfie de l'étranger, mais c'est les étrangers de passage, c'est les seuls qui acceptaient de faire ce travail-là. Et puis, on les accusait évidemment de voler dans les maisons, parce que du coup, ils avaient accès aux intérieurs, hein. Donc, c'est vrai que le voyage scientifique, ce serait encore tout un autre pan dont on pourrait parler très longtemps, mais il y a aussi parfois une fuite, disons, non pas des cerveaux, mais des personnes responsables de traiter les malades. Il y a une question peut-être pour Alexandra Calmi à propos des gens. La question précise, c'est j'entendais, ouais, c'est pas très français, mais il y a 3 milliards de personnes qui mangent des animaux sauvages. Est-ce vrai? C'est aussi un problème de culture. Comment intervenir sur des aspects pareils de société? Alors bon, on a entendu parler de ces marchés d'animaux vivants en Chine. Il y a des gens qui mangent, enfin ils les mangent pas vraiment vivants, en tout cas ils les achètent vivants. Enfin, parfois c'est vrai qu'ils les mangent vivants. Quel rôle ça a joué, ça, et quel rôle ça joue encore? Est-ce que c'est un aspect culturel très important dans l'apparition l'émergence de nouvelles maladies? Je ne sais pas. C'est certain que l'alimentation et la culture de l'alimentation varie d'un endroit à l'autre. On a beaucoup incriminé ceux qui mangent des chauves-souris pour Ebola, par exemple, en les accusant d'être eux-mêmes des vecteurs de la maladie. On a accusé ceux qui mangent du singe pour le sida. Donc, on a évidemment toujours essayé aussi de trouver l'animal cible, parce que ça ne s'arrête pas aux humains, hein, le stigma. Donc, il y a eu les chauves-souris, il y a eu le fameux pangolin, le pauvre, dont personne n'avait jamais trop entendu parler avant, qui soit incriminé dans le Covid. Il était quand même déjà maltraité avant. Il n'était pas très beau, il faut quand même dire. Non, hein. Moi je trouve beau, mais il était maltraité. Ah bon? Oui, je trouve très beau. Moi, alors, je ne me suis pas intéressée à la défense du pangolin avant. Non, il était, parce qu'il a des propriétés de toutes sortes. On lui attribue des propriétés de toutes sortes. Donc il a une longue histoire de maltraitance. Mais bon, peut-être d'ailleurs sera-t-il mieux traité maintenant. Exactement, j'allais dire, peut-être ça sera l'effet positif du Covid. Donc oui, de tout temps et de toute pandémie, les animaux ont été aussi des cibles idéales. Maintenant, est-ce que de manger vivant un animal, j'ai de la peine à le dire, on mange aussi des insectes, je ne sais pas si ça joue un rôle. Le fait c'est que la proximité animal-humain, ça joue un rôle. Par exemple, dans le domaine du sida, on ne sait pas si c'est probablement pas en le mangeant, mais en coupant la viande et en ayant des échanges sanguins qui fait la transmission. Donc, est-ce que le manger vivant fait que ce soit d'autres pandémies? Il y en a certainement d'autres qui sont liées à ça, mais en tout cas, pas toutes, non. Alexandre, tu voulais ajouter? Oui, c'est ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, la consommation de la viande de singe, par exemple, donc cette viande de brousse, hein, a donné, est parfois dangereuse parce qu'il faut enlever les poils, parce que voilà, donc c'est plutôt si on a une blessure à la main, disons, et qu'il y a un échange sanguin, la viande ensuite elle est cuite, c'est probablement moins par là que ça vient. Mais ce que je voulais dire, c'est que on pense que donc le sida
a passé, enfin, le virus d'immunodéficience simiesque, qui avait un bassin, enfin, un certain type de chimpanzé probablement dans le Cameroun actuel, est devenu le VIH, hein, parce que les hommes se sont enfoncés de plus en plus profondément dans la jungle, hein, et ces hommes-là, en fait, ont mangé du singe. Mais c'est parce que les hommes en question, alors il y a ceux qui travaillaient sur les fameuses voies de chemin de fer, mais après aussi, pendant la Première Guerre mondiale, il y avait des tirailleurs locaux qui étaient utilisés par les armées européennes, et en fait, c'est tous des gens qui étaient pratiquement à l'état d'esclavage, hein, et qui n'avaient rien à manger, c'est-à-dire qu'il fallait trouver à manger. Donc, c'est pas un rite local qui consiste à s'amuser à manger du singe, c'est pas ça, c'était une question de survie absolue. Donc, une fois de plus, ça nous ramène au voyage et à l'histoire coloniale, disons. Il y a quand même une responsabilité européenne dans toute cette affaire-là, quoi. Et puis, je pense que ça nous ramène aussi au thème de la stigmatisation, parce que quand il y a eu cette histoire du pangolin, par exemple, tout le monde, un petit peu, alors qu'on n'avait pas de preuves scientifiques dans le monde occidental, s'est précipité en disant ah bah regardez, c'est la façon dont vivent des personnes dans un autre lieu du monde qui paraît loin de nous, c'est ça qui est responsable de la maladie. Et en fait, comme une sorte de réflexe, en fait, quand on est dans une situation de difficulté, essayer de trouver une solution, essayer de trouver un coupable, en fait. Et finalement, c'était une manière de remettre en question l'autre, de remettre en question sa manière de vivre, sans se demander si finalement, nous, nos propres pratiques, notamment le tourisme de masse, ce genre de choses, pouvaient être responsables. Donc, je pense qu'on était aussi dans un réflexe qui est héritier de toutes ces formes de stigmatisation liées à la maladie, liées à la détresse aussi sociale que la maladie peut provoquer. C'est tout à fait juste, et je rebondis sur le patient zéro, hein, c'est la même chose. Il faut trouver quelqu'un qui explique ce qu'on est en train de vivre. C'est tellement incroyable, indicible ce qu'on est en train de vivre. Il faut bien trouver quelqu'un, soit un animal, un singe, un pangolin, un poisson, que sais-je, et puis si possible un steward qui voyage beaucoup et qui est homosexuel. Forcément, il y a quelqu'un qui est coupable, sinon c'est pas possible. Et si possible, des pratiques qui nous apparaissent comme étant sauvages, dépassées, prémodernes, déviantes, voilà. Il y a une question qui est extrêmement moderne, et je ne sais pas trop à qui la poser, mais elle est à la fois extrêmement moderne, et puis ça pourrait être intéressant de savoir ce qu'il en a été dans l'histoire. C'est quel est le plus grand danger ? Aller à la rencontre de l'autre ou s'en prémunir ? Je dis extrêmement moderne parce que, j'ai envie de dire, c'est tous les débats politiques. Est-ce qu'on en fait trop ? Donc, est-ce que le danger, c'est qu'on en fait trop, enfin, on s'en prémunit trop, au fond, de l'autre ? Ou est-ce qu'on va trop à sa rencontre? Enfin, cette espèce de réglage. Est-ce qu'il y a eu des débats dans l'histoire, Alexandre? Tu sais quelque chose là-dessus? Lorsqu'on faisait les lazarets, les quarantaines, est-ce que dans les sociétés de l'époque, on disait, mais peut-être en fait-on trop? Est-ce que c'est juste de faire ça? Est-ce que... Bien, ça, c'est vraiment les démocraties modernes. On voit bien que les pays autoritaires se posent peu ces questions, mais nos démocraties se les posent beaucoup. Je répondrai par une pirouette, parce que c'est presque une question philosophique qui est posée là. C'est que les voyages forment la jeunesse, comme on dit. En ce moment, la jeunesse, elle me fait bien de la peine parce qu'elle est bloquée chez elle, hein. Donc là, j'aurais tendance à regretter qu'on puisse pas se déplacer plus. Maintenant, est-ce qu'il faut aller vers l'autre ou est-ce qu'il faut s'en prémunir? Moi, j'ai l'impression qu'on n'a plus besoin de bouger de chez soi pour qu'il y ait des choses qui viennent à nous. Et c'est pas seulement les agents infectieux, c'est aussi de l'information et plus exactement de la désinformation et de la rumeur. Donc moi, je pense que, je sais pas, c'est à chacun de se positionner par rapport à ce genre de choses. Moi, la difficulté aujourd'hui pour répondre à une question comme ça, c'est qu'on est submergé par des flots de fausses informations. On parle d'infodémie, infoxication, enfin il y a toutes sortes de néologismes plus ou moins barbares qui expriment ce genre de choses. Je trouve que la grande difficulté, c'est de réussir à composer avec ce flot de choses contradictoires qui nous bousculent un petit peu dans tous les sens et qui nous empêchent, dans une certaine mesure, de bien nous positionner par rapport à ce genre de questions-là. Voilà, c'est une pirouette. Une autre pirouette. Quelque part, ce dont on bénéficie actuellement, c'est-à-dire des vaccins contre le SARS-CoV-2 ou contre le Covid, c'est aussi parce qu'il y a une émulation scientifique internationale. Donc, c'est clair qu'on n'a plus besoin peut-être de voyager pour que l'information vienne à nous, qu'il y a cette infodémie, mais cette collaboration internationale et ce qui se passe quand même dans le milieu scientifique actuellement, on a eu quand même le séquençage de ce virus quelques semaines seulement après qu'on l'ait vu apparaître. C'est tout à fait exceptionnel. Donc je pense que c'est
pas possible de revenir en arrière par rapport à cette compréhension globale du monde qu'on a maintenant. Personne ne l'aurait envie. De le faire autrement et de le penser autrement, la pression me paraît évidente. Il va falloir penser autrement et être innovant pour ne plus commettre ces erreurs-là, j'espère. Mais en tous les cas, cette collaboration et cette stimulation internationale, on en vit. Et c'est grâce à ça, on n'a pas de vaccins qui sont faits à Genève. Et pourtant, on a tous envie d'être vaccinés ou on a été vaccinés. Donc c'est quand même grâce à ça. Je pense qu'on peut le souligner. Aller vers l'autre, ça a aussi des avantages. Oui. Est-ce que, peut-être pour faire encore une autre pirouette, est-ce que la vraie question, elle n'est pas celle de faire qu'il continue d'exister une altérité? Parce qu'on est dans un monde de telle homogénéisation que l'affection, l'amour pour l'altérité, c'est Nicolas Bouvier qui dit « je voyage ». Mais pour voyager, il faut qu'il y ait des étrangers. Au fond, il faut qu'il puisse y avoir des étrangers encore. Et c'est vrai que dans les voyages, l'explosion des voyages qu'on a vécus il y a peu, il y a tendance à y avoir une disparition même de la notion d'étranger ou d'altérité. Et donc d'amour, de se dire je voyage pour trouver une altérité. Maintenant, je dis ça, ça n'a pas grand-chose à voir, mais c'est vrai que cette pandémie, on l'a tous vécu, nous met dans cette injonction paradoxale d'aimer l'autre en s'en distançant. Enfin, mais espérons qu'on arrive à reconstruire une culture humaine, humanisante avec ça. Guillaume Linthe, qu'est-ce qu'il y a à dire là-dessus ? Oui, je trouve que l'exemple donné par Alexandra de cette mobilisation scientifique internationale, ça montre bien que il faut pas. En fait, surtout, ce qu'il faut pas, c'est avoir peur de l'autre. Il faut pas laisser les maladies créer plus de peur de l'autre et finalement provoquer une sorte de retour en arrière, ou en tout cas laisser perdurer des stigmas ou créer de nouveaux stigmas, fracturer le monde. Je pense qu'il y a bien sûr à la mondialisation de gros défauts, mais peut-être que les voyages de masse, un des points positifs que cela a permis, c'est d'aller à la rencontre de l'autre, de rendre l'ailleurs plus accessible, même si on peut le remettre en question, parce que c'est peut-être aussi quelque chose qui est très occidental, hein, c'est pas forcément le cas de tout le monde sur notre planète, mais voilà, je pense surtout qu'il faut faire attention. On a tout intérêt à connaître l'autre, à le comprendre, pas forcément à s'uniformiser totalement avec. Mais je pense que pour moi, il y a vraiment deux choses dans cette question. À la fois, est-ce qu'il faut avoir peur de l'autre? Non. Est-ce qu'il faut s'éloigner de l'autre? Non. Après, comment est-ce qu'on peut vivre ensemble dans un monde raisonnable avec les données, avec la réalité épidémique? Ça, c'est une question à laquelle j'ai pas la réponse, mais en tout cas, je pense qu'il faut faire attention à pas faire naître de nouveaux stigmas de cette nouvelle ère qui commence et qui semble redistancer les peuples, fracturer les peuples. Et on voit par exemple et je le dis parce que je sais que c'est une question qui tient à Alexandra, le problème de la mauvaise distribution des vaccins dans le monde. Quelles conséquences ça va avoir pour nos relations futures avec certains pays quand on se rendra compte que les pays les plus riches se sont jetés dessus un peu par égoïsme? Voilà. Oui, parce qu'on assiste là maintenant en direct, j'ai envie de dire, à des replis au plan des droits de l'homme. Par exemple, l'OMS, le directeur de l'OMS a employé un mot très fort en parlant de faillite morale, je crois, à propos de ces vaccins. Enfin, c'est vraiment une énorme faillite morale, cette espèce de... Enfin, tous les pays riches se sont jetés sur les vaccins et s'entre-déchirent à propos des vaccins d'une façon... lamentable même au sein de l'Europe et entre l'Europe et la Grande-Bretagne. Et les pays pauvres sont vraiment abandonnés à leur sort. Et d'ailleurs, il le rappelle aussi, le directeur de l'OMS, qu'on en paiera le prix parce que les variants vont venir de ça. Mais on a vraiment l'impression qu'en tout cas, l'histoire là, a les mêmes réflexes, mais une dimension mondiale au fond. Et puis c'est malgré tout, alors sur le coup, cette altérité qu'on accuse. Les Chinois, on les accuse d'avoir tel type de comportement et donc de nous réinfecter. Les Africains, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Hein. Les voyages, pour ça, n'ont pas amené énormément de compréhension à l'intérieur des peuples.
Je sais pas, est-ce que vous... Ça, c'est une grande question, mais c'est clair qu'on revoit des choses qu'on pensait ne plus avoir vécues. Et ce que je disais au début, c'est que le Covid a accéléré. C'est quand même une accélération tellement incroyable en termes d'échelle de pandémie. Quand tu parles de la peste, on parlait d'années, de centaines d'années. Pour le VIH, on parle de dizaines d'années. Pour le Covid, on parle de semaines. Je lisais des choses il y a une année, ça paraît totalement obsolète. Et je crois que ce qui se joue pour les vaccins, c'est ce qui va nous permettre aussi de montrer s'il y a une vraie solidarité, parce que l'ONU-SIDA annonçait il y a 2 ou 3 semaines que sur les 300 millions de doses qui avaient été distribuées, donc c'était au 9 mars ou au 10 mars, la très grande majorité, elle était dans 10 pays. 10 pays, c'est juste inconcevable. Ce qui est sûr, c'est que tant que la réponse ne sera pas globale, on n'aura pas un contrôle de la pandémie. C'est-à-dire, tant qu'il n'y a que 10 pays qui vaccinent, à moins de se calfeutrer, alors c'est la fin des voyages, évidemment, on ne pourra peut-être plus sortir du tout de chez nous, mais disons, si on n'arrive pas à protéger efficacement les plus vulnérables et ceux qui ont besoin d'un vaccin, en offrant un vaccin à tous ceux qui en ont besoin, c'est la fin des voyages, c'est certain. Oui, mais ce calfeutrer, on l'a bien vu pour les variants, le variant britannique, on a essayé de s'en protéger, le variant sud-africain aussi, et puis ils débarquent, et puis qu'on ferme ou pas les frontières, de toute façon, il y a une porosité. Nous, les humains, et on l'a vu avec toutes les maladies aussi sexuellement transmissibles, on a toujours toutes sortes de comportements, on trouve des passe-droits, des façons de faire. Donc les virus se répandent et ensuite se répandent de façon darwinienne, c'est-à-dire les plus efficaces l'emportent. Si bien que maintenant chez nous, on a 80 ou 90% de variants anglais dans les gens qui sont infectés. Tout ça, c'est vraiment impressionnant. J'ai juste une question historique. On a maintenant vraiment ce sentiment très moderne de tous appartenir à une même communauté biologique. Au fond, on est du vivant parmi les vivants. C'est très moderne, ça. Est-ce que... J'ai parlé tout au début de ces vexations narcissiques, mais j'ai l'impression que j'ai mal d'ailleurs situé mon... Mais la dernière vexation narcissique, c'était que justement, on était un vivant parmi les vivants, pris dans le flux des vivants, et que même des micro-organismes, on les transporte avec nous, on les ramène. Et, c'est très moderne quand même, cette vision-là. Oui, alors je pense que ça, c'est une différence entre le passé et aujourd'hui. Si on reprend la grippe dite espagnole de 1918, en 1918, on était dans une société qui était encore largement rurale. Donc les gens qui voyageaient n'étaient pas majoritaires dans la société, ou alors il fallait voyager, c'était de l'émigration, c'était pour d'autres raisons. Aujourd'hui, le voyage, on parlait de l'altérité avant, on voyage beaucoup pour des raisons de tourisme aujourd'hui, et puis en fait, on ne va pas vraiment à l'encontre de l'altérité. On part ailleurs parce qu'il fait plus chaud et que la mer est plus jolie, mais on veut pouvoir bien manger, on veut pouvoir être en bonne santé, disons. Donc l'altérité, elle est quand même très largement neutralisée. En revanche, aujourd'hui, tout le monde peut, disons, beaucoup plus de gens qui, à 100 ans, peuvent voyager à moindre frais. Donc je pense que c'est une des raisons pour lesquelles on ressent aussi de façon beaucoup plus violente, disons, aujourd'hui, cette interdiction de se déplacer. Et puis, je voulais juste apporter un dernier élément, c'est que je pense que tout le monde a en tête les fameuses cartes de Johns Hopkins, de l'université américaine, les cartes du monde qui ont été produites à partir de janvier de l'année dernière sur la dissémination du Covid. Donc, c'est des points rouges qui grandissent comme ça. Et il y a... Alors, pour moi, en fait, quand j'ai vu ces cartes pour la première fois, parce que là, on a une appréhension du monde. On voit le monde entier. Donc, en fait, ça, de facto, une carte à cette échelle-là fait de ce problème un problème mondial. C'est pas une région du globe, c'est pas Genève, c'est vraiment le monde entier. Et en fait, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que ça m'a rappelé un jeu vidéo auquel mes 2 petits-neveux adorent jouer, qui est moralement, disons, peut-être condamnable, qui s'appelle Plague Inc., qui est un jeu qui consiste de stratégie, qui consiste en une carte qui est rigoureusement la même que celle de Johns Hopkins. C'est un jeu qui a été développé, je me souviens plus, en 2013, je crois. Donc, il existe depuis bien plus longtemps que le Covid. Et l'objectif, en fait, c'est de développer une bactérie ou une virose et d'éliminer la population du monde. Donc, le but du jeu, c'est ça. Mais ce qu'il y a d'intéressant dans ce jeu, c'est que, en fait, on lance une simulation. Donc là, on définit les caractéristiques du virus, par exemple, et où il part dans le monde. Et puis ensuite, la simulation se fait automatiquement. Alors, on voit les voies
voies maritimes, les voies aériennes. Il y a certaines régions du monde qui sont plus difficiles à contaminer d'autres. Le Groenland, par exemple, si notre virus est parti dans des régions chaudes. Mais je dis tout ça parce que, du coup, je pense qu'on a une appréhension par la fiction aussi de tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Alors là, c'est un jeu vidéo. Après, il y a des films. Tout le monde a peut-être entendu parler maintenant du film Contagion de Soderbergh, qui est une espèce de modélisation de santé publique, un film absolument incroyable qui insiste donc sur tout ce qu'on a évoqué ici. Donc l'atteinte à des bassins jusqu'alors préservés, animaux jusqu'alors préservés. Dans le film, c'est une chauve-souris qui est mise en cause. Les voyages à tout va, hein, les premières personnes qui meurent dans le film sont des personnes qui voyagent pour des raisons commerciales. Et du coup, je pense que ce sentiment de quelque chose de global, d'appartenir à une communauté humaine, elle provient un peu de tout ça. Elle provient du fait qu'on voyage plus facilement pour des raisons de tourisme, pas toujours les plus intelligentes, mais aussi parce qu'on a une appréhension du monde qui passe notamment par toutes sortes de canaux ludiques comme les films ou les jeux vidéo. Bon, mais on arrive au bout de cette table ronde, mais j'aimerais encore juste quelques remarques. D'abord, Guillaume Linthe, vous êtes le plus jeune. Je vous demande juste une chose que les historiens détestent faire, disent qu'ils n'ont pas le droit de faire, que c'est absolument impossible. Mais comment est-ce que vous voyez maintenant la suite autour de cette pandémie? Qu'est-ce que votre savoir d'historien vous met comme pensée à propos de ce qu'on vit et de ce qui va arriver? Bon, effectivement, c'est pas évident. Je dirais juste, et ça me permet de rebondir en fait sur le film Contagion, c'est qu'à la fin de ce film-là, si je me trompe pas, il y a une résolution très simple, c'est qu'on trouve un vaccin et c'est bouclé. Moi, je dirais que enfin voilà, je vais pas faire de projection, j'ai absolument aucune idée de ce qui va se passer, de comment les choses vont se terminer ou vont évoluer. Mais ce qui est évident, c'est que en fait cette idée-là, c'est vraiment une représentation de notre société de croire que la science, une sorte de science pure qui n'existe pas en fait, pourrait résoudre les choses par une découverte. Et je pense que ce qu'enseigne l'histoire quand même, c'est que non, tout est social en fait. Tout est lié au social, tout est lié à l'évolution des sociétés, et que il faut pas distinguer. Voilà, ça sera, je pense, autant notre réponse d'un point de vue biomédical, mais aussi d'un point de vue social, comment les sociétés vont s'adapter à ce nouveau mode qui fera qu'on s'en sortira peut-être plus ou moins vite. Mais voilà, j'ai pas d'idée sur ce qui va se passer. J'espère qu'on en sortira bientôt quand même. Alors ça, je suis sûr que ça plaît beaucoup à Alexandra Calmi, ce refus d'un solutionnisme technologique. Il n'y a pas de solution avec un grand S à la question des pandémies. Non, et puis la science seule n'y arrivera pas. Ouais. Ça, tu l'as dit, Grégoire, et c'est certain. Ce que j'espère pour la suite, c'est qu'on arrivera à protéger les valeurs qui nous sont essentielles, notamment de rester solidaires, parce qu'on voit bien, on l'a montré dans les exemples historiques, mais tu l'as dit aussi tout à l'heure, on a une tendance à repli sur soi qui est probablement néfaste aussi pour le contrôle de la situation sanitaire, donc pas seulement pour tout le reste, mais aussi pour le contrôle de la situation sanitaire. Donc j'espère qu'on arrivera à protéger les valeurs qui nous sont essentielles. Oui, c'est vrai. Alexandre, un mot pour conclure? J'abonde dans le sens de ce qu'ont dit mes deux collègues. C'est vrai qu'on voit aussi que la médecine ou le soin, c'est de la police sanitaire. On le voit dans le passé, on le voit aujourd'hui. Et puis peut-être aujourd'hui à travers un point qu'on n'a pas abordé, mais ce sera pour une autre fois, qui est celui du passeport vaccinal, hein, puisque là on est dans le voyage et dans la santé. Un passeport vaccinal qui à mes yeux pose pas mal de problèmes. Oui, et c'est très intéressant de voir que le passeport qui a été une invention probablement assez ancienne, alors ça je ne suis pas du tout historien, mais qui marquait vraiment l'appartenance à des nations et donnait plus ou moins de droits, tout d'un coup devient lié à un statut biologique et va être comme le passeport. Vous savez, il y a des listes qui montrent que des passeports permettent d'entrer. Il y a le top du passeport qui permet d'entrer dans presque tous les pays. Nous, le passeport suisse, c'est un des meilleurs. Et il y a des passeports avec lesquels vous pouvez entrer que dans une petite famille de pays, c'est tout. Donc on a aussi une chance. Et ça, c'est assez triste de se dire que ça risque de se passer de la même façon avec le statut biologique, l'immunologie. On ne sait pas d'ailleurs jusqu'où après va s'étendre ce qu'on saura grâce au passeport de qui on est, de nos fragilités, des dangers que l'on porte. Et je partagerai vraiment beaucoup la réflexion d'Alexandra.
vraiment, ce qui importe à avoir à l'esprit, c'est l'enjeu des valeurs, de la défense des valeurs, mais pas seulement de la défense, de la façon de les faire vivre dans ces enjeux, de les promouvoir, de les transformer, mais qu'elles restent là, au cœur. Et je serais assez aussi à avoir le souci du solutionnisme technologique. Il n'y aura pas de solution, de même qu'il n'y a pas de solution à l'existence, il n'y a pas de solution à la vie, et encore moins à la vie humaine. En tout cas, je remercie les trois orateurs ici, Alexandre, Alexandra, Guillaume. Merci beaucoup, vous avez été vraiment très intéressants. Je remercie les organisateurs et je remercie tous ceux qui nous écoutent à distance. Ben oui, ici un petit peu dans la salle, mais très peu, juste des techniciens. Et très bonne journée.